Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. C'est un plaisir d'être avec vous cette nuit encore pour partir à la découverte d'un roman de Stendhal. Ce roman s'appelle Armance. Il est un peu moins connu que ses autres romans phares, Le Rouge et le Noir ou La Chartreuse de Parme. Et je suis ravie de commencer avec vous cette nuit ce premier chapitre. Avant ça, je vous rappelle que si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez toujours aller sur le site web D8 rubrique Voyage au bout de la nuit pour regarder les players, où vous pouvez également participer au forum sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook de l'émission, c'est la page Voyage au bout de la nuit, et on a aussi un hashtag si vous avez un compte Twitter qui s'affiche en bas de l'écran, c'est VBN. Voilà, je m'arrête là et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer le voyage. Allez, c'est parti, chapitre 1er. À peine âgé de 20 ans, Octave venait de sortir de l'école polytechnique. Son père, le marquis de Malivert, souhaita retenir son fils unique à Paris. Une fois qu'Octave se fut assuré que tel était le désir constant d'un père qu'il respectait et de sa mère qu'il aimait avec une sorte de passion, il renonça au projet d'entrer dans l'artillerie. Il aurait voulu passer quelques années dans un régiment et ensuite donner sa démission jusqu'à la Première Guerre, qu'il lui était assez égal de faire comme lieutenant ou avec le grade de colonel. C'est un exemple des singularités qui le rendaient odieux aux hommes vulgaires. Beaucoup d'esprit, une taille élevée, des manières nobles, de grands yeux noirs, les plus beaux du monde, auraient marqué la place d'Octave parmi les jeunes gens les plus distingués de la société, si quelque chose de sombre, empreint dans ses yeux doux, n'eût porté à le plaindre plus qu'à l'envier. Il eût fait sensation s'il eût eu l'habitude de parler, mais Octave ne désirait rien. Rien ne semblait lui causer ni peine ni plaisir. Fort souvent malade durant sa première jeunesse, depuis que le principe de vie avait pris le dessus dans son organisme, on l'avait toujours vu se soumettre sans balancer à ce qui lui semblait prescrit par le devoir. Mais on pouvait penser que si le devoir n'avait pas élevé la voix, il n'eût pas eu chez lui assez de motifs pour agir. Peut-être quelques principes singuliers, profondément empreints dans ce jeune cœur et qui se trouvaient en contradiction avec les événements de la vie réelle, tels qu'il les voyait se développer autour de lui, le portait-il à se peindre sous des images trop sombres, et sa vie à venir, et ses rapports avec les hommes. Quelle que fût la cause de sa profonde mélancolie, Octave semblait misanthrope avant l'âge. Le commandeur de Soubriane, son oncle, dit un jour devant lui qu'il était effrayé de ce caractère. « Pourquoi me montrerais-je autre que je ne suis ?» répondit froidement Octave. « Votre neveu sera toujours sur la ligne de la raison. Moi, jamais en deçà ni au-delà, reprit le commandeur avec sa vivacité provençale. D'où je conclus que si tu n'es pas le Messie attendu par les Hébreux, tu es Lucifer en personne, revenant exprès dans ce monde pour me mettre martel en tête. Que diable es-tu? Je ne puis te comprendre. Tu es le devoir incarné. Que je serais heureux de n'y jamais manquer, dit Octave. Que je voudrais pouvoir rendre mon âme pure au Créateur comme je l'ai reçu. Miracle! Miracle! S'écria le commandeur. Voilà depuis 1 an le premier désir que je vois exprimé par cette âme si pure qu'elle en est glacée. Et pour ne pas déroger après une jolie phrase, le commandeur quitta le salon en courant. Octave regarda sa mère avec tendresse. Elle savait si cette âme était glacée. On pouvait dire de Madame de Malivert qu'elle était restée jeune, quoiqu'elle approchât de 50 ans. Ce n'est pas seulement parce qu'elle était encore belle, mais avec l'esprit le plus singulier, le plus piquant. Elle avait conservé une sympathie vive et obligeante pour les intérêts de ses amis, et même pour les malheurs et les joies des jeunes gens. Elle entrait naturellement dans leur raison d'espérer ou de craindre, et bientôt elle semblait espérer ou craindre elle-même. Ce caractère perd de sa grâce depuis que l'opinion semble l'imposer comme une convenance aux femmes d'un certain âge qui ne sont pas dévotes. Mais jamais l'affectation n'approcha de Madame de Malivert. Ces gens remarquaient depuis un certain temps qu'elle sortait en fiacre, et souvent, en rentrant, elle n'était pas seule. Saint-Jean, un vieux valet de chambre curieux, qui avait suivi ses maîtres dans l'émigration, voulut savoir quel était un homme que plusieurs fois Madame de Malivert avait amené chez elle. Le premier jour, Saint-Jean perdit l'inconnu dans la foule.
À la seconde tentative, la curiosité de cet homme eut plus de succès. Il vit le personnage qu'il suivit entrer à l'hôpital de la Charité et apprit du portier que cet inconnu était le célèbre docteur Duquesnel. Les gens de Madame de Malivert découvrirent que leur maîtresse amenait successivement chez elle les médecins les plus célèbres de Paris, et presque toujours, elle trouvait l'occasion de leur faire voir son fils. Frappée des singularités qu'elle observait chez Octave, elle redoutait pour lui une affectation de poitrine. Mais elle pensait que si elle avait le malheur de deviner juste, nommer cette maladie cruelle, ce serait hâter ses progrès. Des médecins, gens d'esprit, dirent à Madame de Malivert que son fils n'avait d'autre maladie que cette sorte de tristesse mécontente et jugeante qui caractérise les jeunes gens de son époque et de son rang. Mais ils l'avertirent qu'elle-même devait donner les plus grands soins à sa poitrine. Cette nouvelle fatale fut divulguée dans la maison par un régime auquel il fallut se soumettre. Et Monsieur de Malivert, auquel on voulut en vain cacher le nom de la maladie, entrevit pour sa vieillesse la possibilité de l'isolement. Fort étourdi et fort riche avant la Révolution, le marquis de Malivert, qui n'avait revu la France qu'en 1814 à la suite du roi, se trouvait réduit par les confiscations à 20 ou 30 000 livres de rente. Il se croyait à la mendicité. La seule occupation de cette tête, qui n'avait jamais été bien forte, était maintenant de chercher à marier Octave. Mais encore plus fidèle à l'honneur qu'à l'idée fixe qui le tourmentait, le vieux marquis de Malivert ne manquait jamais de commencer par ces mots les ouvertures qu'il faisait dans la société. « Je puis offrir un beau nom, une généalogie certaine, depuis la croisade de Louis le Jeune, et je ne connais à Paris que 13 familles qui puissent marcher la tête levée à cet égard. Mais du reste, je me vois réduit à la misère, à l'aumône. Je suis un gueux. » Cette manière de voir chez un homme âgé n'est pas faite pour produire cette résignation douce et philosophique qui est la gaieté de la vieillesse. Et sans les incartades du vieux commandeur de Sobriane, méridional, un peu fou et assez méchant, la maison où vivait Octave, eut marqué par sa tristesse même le faubourg Saint-Germain. Madame de Malivert, que rien ne pouvait distraire de ses inquiétudes sur la santé de son fils, pas même ses propres dangers, prit occasion de l'état languissant où elle se trouvait pour faire sa société habituelle de 2 médecins célèbres. Elle voulut gagner leur amitié. Comme ces messieurs étaient l'un le chef et l'autre des plus ferveurs promoteurs de 2 sectes rivales, leur discussion, quoique sur un sujet si triste, pour qui n'est pas animé par l'intérêt de la science et du problème à résoudre, amusait quelquefois Madame de Malivert, qui avait conservé un esprit vif et curieux. Elle les engageait à parler, et grâce à eux, au moins, de temps en temps, quelqu'un élevait la voix dans le salon si noblement décoré, mais si sombre, de l'hôtel de Malivert. Une tenture de velours vert, surchargée d'ornements dorés, semblait faite exprès pour absorber toute la lumière que pouvaient fournir 2 immenses croisées garnies de glace au lieu de vitres. Ces croisées donnaient sur un jardin solitaire divisé en compartiments bizarres par des bordures de buis. Une rangée de tilleuls, taillés régulièrement 3 fois par an, en garnissait le fond et leur forme immobile semblait une image vivante de la vie morale de cette famille. La chambre du jeune vicomte, pratiquée au-dessus du salon et sacrifiée par la beauté de cette pièce essentielle, avait à peine la hauteur d'un entresol. Cette chambre était l'horreur d'Octave, et 20 fois devant ses parents, il en avait fait l'éloge. Il craignait que quelque exclamation involontaire ne vînt le trahir et montrait combien cette chambre et toute la maison lui étaient insupportables. Il regrettait vivement sa petite cellule de l'école polytechnique. Le séjour de cette école lui avait été cher, parce qu'il lui offrait l'image de la retraite et de la tranquillité du monastère. Pendant longtemps, Octave avait pensé à se retirer du monde et à consacrer sa vie à Dieu. Cette idée avait alarmé ses parents et surtout le marquis, qui voyait dans ce dessin le complément de toutes ses craintes relativement à l'abandon qu'il redoutait pour ses vieux jours. Mais en cherchant à mieux connaître les vérités de la religion, Octave avait été conduit à l'étude des écrivains qui, depuis 2 siècles, ont essayé d'exprimer comment l'homme pense et comment il veut, et ses idées étaient bien changées. Celles de son père ne l'étaient point. Le marquis, qui avait horreur des livres et des avocats, voyait avec une sorte d'horreur un gentilhomme se passionner pour la lecture. Il craignait toujours quelque rechute, et c'était un de ses grands motifs pour désirer le prompt mariage d'Octave. On jouissait des derniers beaux jours de l'automne qui, à Paris, est le printemps.
Madame de Malivert dit à son fils « Vous devriez monter à cheval ». Octave ne vit pas dans cette proposition un surcroît, il ne vit qu'un surcroît de dépenses. Et comme les plaintes continuelles de son père lui faisaient croire la fortune de sa famille bien plus réduite qu'elle ne l'était, en effet, il refusa longtemps. « À quoi bon, chère maman ?» répondait-il toujours. « Je monte suffisamment bien à cheval, mais je n'y trouve aucun plaisir. » Madame de Malivert fit amener dans l'écurie un superbe cheval anglais, dont la jeunesse et la grâce firent un étrange contraste avec les 2 anciens chevaux normands qui, depuis 12 ans, s'acquittaient du service de la maison. Octave fut embarrassé de ce cadeau. Pendant 2 jours, il en remercia sa mère, mais le 3e, se trouvant seul avec elle, comme on vint à parler du cheval anglais, « Je t'aime trop pour te remercier encore, » dit-il en prenant la main de Madame de Malivert et la pressant contre ses lèvres. Faut-il qu'une fois en sa vie, ton fils n'ait pas été sincère avec la personne qu'il aime le mieux au monde? Ce cheval vaut 4000 francs. Tu n'es pas assez riche pour que cette dépense ne te gêne pas. Voilà. Madame de Malivert ouvrit le tiroir d'un secrétaire. Ceci est mon testament, dit-elle. Je te donnais mes diamants, mais sous une condition expresse. C'est que tant que durerait le produit de leur vente, tu aurais un cheval que tu monterais quelquefois par mon ordre. J'ai fait vendre en secret 2 de ces diamants pour avoir le bonheur de te voir un joli cheval de mon vivant. L'un des plus grands sacrifices que m'ait imposé ton père, c'est l'obligation de ne pas me défaire de ces ornements qui me conviennent si peu. Il y a je ne sais quelle espérance politique peu fondée, selon moi, et il se croirait 2 fois plus pauvre et plus déchu le jour où sa femme n'aura plus de diamants. Une profonde tristesse parut sur le front d'Octave, et il replaça dans le tiroir du secrétaire ce papier dont le nom rappelait un événement si cruel et peut-être si prochain. Il reprit la main de sa mère et la garda entre les siennes, ce qu'il se permettait rarement. « Les projets de ton père, » continua Madame de Malivert, « tiennent à cette loi d'indemnité dont on nous parle depuis 3 ans. Je désire de tout mon cœur qu'elle soit repoussée, dit Octave. Et pourquoi, reprit sa mère, ravie de le voir s'animer pour quelque chose et lui donner cette preuve d'estime et d'amitié, pourquoi voudrais-tu la voir rejetée? D'abord, parce que n'étant pas complète, elle me semble peu juste. En second lieu, parce qu'elle me mariera. J'ai par malheur un caractère singulier, je ne suis pas créée ainsi. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de me connaître, excepté dans les moments où je jouis du bonheur d'être seule avec toi. Mon unique plaisir consiste à vivre isolée et sans personne au monde qui ait le droit de m'adresser la parole. Cher Octave, ce goût singulier est l'effet de ta passion désordonnée pour les sciences. Tes études me font trembler, tu finiras comme le Faust de Goethe. Voudrais-tu me jurer, comme tu le fis dimanche, que tu ne lis pas uniquement de bien mauvais livres? Je lis les ouvrages que tu m'as désignés, chère maman, et en même temps ce qu'on appelle de mauvais livres. Ton caractère a quelque chose de mystérieux et de sombre qui me fait frémir. Dieu sait les conséquences que tu tires de tant de lectures. Mais chère maman, je ne puis me refuser à croire vrai ce qui me semble tel. Un être tout-puissant et bon pourrait-il me punir d'ajouter foi au rapport des organes que lui-même il m'a donné? J'ai toujours peur d'irriter cet être terrible, dit Madame de Malivert, les larmes aux yeux. Il peut enlever mon amour. Il est des jours où la lecture de Bourdaloue me glace de terreur. Je vois dans la Bible que cet être tout-puissant est impitoyable dans ses vengeances, et tu l'offenses sans doute quand tu lis les philosophes du XVIIIe siècle. Je te l'avoue, avant-hier, je suis sortie de Saint-Thomas d'Aquin dans un état voisin du désespoir. Quand la colère du Tout-Puissant contre les livres impies ne serait que la 10e partie de ce qu'annonce Monsieur Labbé, je pourrais encore trembler de te perdre. Il est un journal abominable que Monsieur Labbé n'a même pas osé donner dans son sermon et que tu lis tous les jours, j'en suis sûre. Oui, maman, je lis, mais je suis fidèle. Je suis fidèle à la promesse que je t'ai faite. Je lis immédiatement après le journal dont la doctrine est la plus opposée à la sienne. Cher Octave, c'est la violence de tes passions qui m'alarme, et surtout le chemin qu'elles font en secret dans ton cœur. Et si je te voyais quelques-uns des goûts de ton âge pour faire diversion à tes idées singulières, je serais moins effrayée. Mais tu lis des livres impies, et bientôt tu en viendrais à douter même de l'existence de Dieu. Pourquoi réfléchir sur ces sujets terribles? Te souvient-il de ta passion pour la chimie? Pendant 18 mois, tu n'as voulu voir personne. Tu as indisposé par ton absence nos parents les plus proches. Tu manquais aux devoirs les plus indispensables.
Mon goût pour la chimie, reprit Octave, n'était pas une passion, c'est un devoir que je m'étais imposé. Et Dieu sait, ajouta-t-il en soupirant, s'il n'eût pas été mieux d'être fidèle à ce dessein et de faire de moi un savant retiré du monde, un imitateur de Newton. Alors ce soir-là, Octave resta chez sa mère jusqu'à 1 heure. Vainement l'avait-elle pressé d'aller dans le monde, ou du moins au spectacle. « Je reste où je suis le plus heureux, disait Octave. Il y a des moments où je te crois, et c'est quand je suis avec toi, répondait son heureuse mère. Mais si pendant 2 jours je ne t'ai vu que devant le monde, la raison reprend le dessus. Il est impossible qu'une telle solitude convienne à un homme de ton âge. J'ai là pour 74 000 francs, de diamants inutiles. Et ils le seront longtemps, puisque tu ne veux pas te marier encore. Dans le fait, tu es bien jeune. 20 ans et 5 jours. Et Madame de Malivert se leva de sa chaise longue pour embrasser son fils. Oui, j'ai bien envie de faire vendre ces diamants inutiles. Je placerai le prix et le revenu de cette somme et j'emploierai à augmenter ma dépense. Je prendrai un jour et sous prétexte de ma mauvaise santé, je ne recevrai absolument que des gens contre lesquels tu n'aurais pas d'objection. Hélas, chère maman, la vue de tous les hommes m'attriste également. Je n'aime que toi au monde. Lorsque son fils l'eut quitté, malgré l'heure avancée, Madame de Malivert, troublée par de sinistres pressentiments, ne put trouver le sommeil. Elle essayait en vain d'oublier combien Octave lui était cher, et de le juger comme elle l'eût fait d'un étranger. Toujours au lieu de suivre un raisonnement, son âme s'égarait dans des suppositions romanesques sur l'avenir de son fils. Le mot du commandeur lui revenait. « Certainement, disait-elle, certainement, je sens en lui quelque chose de surhumain. Il vit comme un être à part, séparé des hommes. » Revenant ensuite à des idées plus raisonnables, Madame de Malivert ne pouvait concevoir que son fils eût les passions les plus vives, ou du moins les plus exaltées. Et cependant une telle absence de goût pour tout ce qu'il y a de réveil dans la vie. On eût dit que ces passions avaient leur source ailleurs, et ne s'appuyaient sur rien de ce qui existe là-bas. Il n'y avait pas jusqu'à la physionomie si noble d'Octave qui n'alarma sa mère. Ses yeux, si beaux et si tendres, lui donnaient de la terreur. Il semblait quelquefois regarder au ciel et réfléchir le bonheur qu'il y voyait. Un instant après, on y lisait les tourments de l'enfer. On éprouve une sorte de pudeur à interroger un être dont le bonheur paraît aussi fragile, et sa mère le regardait bien plus qu'elle n'osait lui parler. Dans les moments plus calmes, les yeux d'Octave semblaient songer à un bonheur absent. On eût dit une âme tendre, séparée par un long espace d'un objet uniquement chéri. Octave répondait avec sincérité aux questions que lui adressait sa mère, et cependant elle ne pouvait deviner le mystère de cette rêverie profonde et souvent agitée. Dès l'âge de 15 ans, Octave était ainsi, et Madame de Malivert n'avait jamais pensé sérieusement à la possibilité de quelque passion secrète. Octave n'était-il pas maître de lui et de sa fortune? Elle observait constamment que la vie réelle, loin d'être une source d'émotion pour son fils, n'avait d'autres effets que de l'impatienter, comme si elle fût venue le distraire et l'arracher d'une façon importune à sa chère rêverie, au malheur de cette manière de vivre qui semblait étrangère à tout ce qui l'environnait. Madame de Malivert ne pouvait s'empêcher de reconnaître chez Octave une âme droite et forte, toute de génie et d'honneur. Mais cette âme savait fort bien quels étaient ses droits à l'indépendance et à la liberté. Et ces nobles qualités s'alliaient étrangement avec une profondeur de dissimulation incroyable à cet âge. Cette cruelle réalité vint détruire, en un instant, tous les rêves de bonheur qui avaient porté le calme dans l'imagination de Madame de Malivert. Rien n'était plus important à son fils, et l'on peut dire plus odieux, car il ne savait pas aimer ou haïr à demi que la société de son oncle, le commandeur, et cependant tout le monde croyait à la maison qu'il aimait par-dessus tout faire la partie d'échecs de monsieur de Soubirane, ou aller avec lui flâner sur le boulevard. Ce mot était du commandeur, qui, malgré ses 60 ans, avait autant de prétentions pour le moins qu'en 1789. Seulement la fatuité du raisonnement et de la profondeur avait remplacé les affectations de la jeunesse, qui ont du moins pour excuse les grâces et la gaieté. Cet exemple d'une dissimulation aussi facile effrayait Madame de Malivert. « J'ai questionné mon fils sur le plaisir qu'il trouve à vivre avec son oncle, et il m'a répondu par la vérité. Mais
se disait-elle, qui sait si quelque étrange dessein ne se cache pas au fond de cette âme singulière. Et si jamais je ne l'interroge à ce sujet, jamais de lui-même il n'aura l'idée de m'en parler. Je suis une simple femme, se disait madame de Malivert, éclairée uniquement sur quelques petits devoirs à m'apporter. Comment oserais-je me croire faite pour donner des conseils à un être aussi fort et aussi singulier? Je n'ai point pour le consulter d'amis doués d'une raison assez supérieure. D'ailleurs, puis-je trahir la confiance d'Octave? Ne lui ai-je pas promis un secret absolu? Après que ces tristes pensées l'eurent agitée au jour, madame de Malivert conclut, comme de coutume, qu'elle devait employer toute l'influence qu'elle avait sur son fils pour l'engager à aller beaucoup chez madame la marquise de Bonnivet. C'était son amie intime et sa cousine, femme de la plus haute considération et dont le salon réunissait souvent ce qu'il y a de plus distingué dans la bonne compagnie. Mon métier à moi, se disait madame de Malivert, c'est de faire la cour aux gens de mérite que je vois chez madame de Bonnivet, afin de savoir ce qu'ils pensent d'Octave. On allait chercher dans le salon le plaisir d'être de la société de madame de Bonnivet et l'appui de son mari, habile courtisan chargé d'anse et d'honneur, et presque aussi bien venu de son maître que cet aimable amiral de Bonnivet, son aïeul, qui fit taire tant de sottises à François Ier et s'en punit si noblement. Chapitre 2. Le lendemain, dès 8 heures du matin, il se fit un gros changement dans la maison de madame de Malivert. Toutes les sonnettes sont en mouvement. Bientôt le vieux marquis se fait annoncer chez sa femme qui était encore au lit. Lui-même ne s'était pas donné le temps de s'habiller, il vint l'embrasser les larmes aux yeux. « Ma chère amie, dit-il, nous verrons nos petits-enfants avant de mourir. » Et le bon vieillard pleurait à chaudes larmes. « Dieu sait, ajoutait-il, que ce n'est pas l'idée de cesser d'être un gueux qui me met en cet état. La loi d'indemnité est certaine et vous aurez 2 millions. » À ce moment, Octave, que le marquis avait fait appeler, fit demander la permission d'entrer. Son père se leva pour aller se jeter dans ses bras. Octave vit des larmes et peut-être se méprit sur la cause, car une rougeur presque imperceptible parut sur ses joues si pâles. « Ouvrez les rideaux tout à fait. Grand jour, dit sa mère avec vivacité. Approche-toi. Regarde-moi, ajouta-t-elle du même ton. Et sans répondre à son mari, elle examinait la rougeur imperceptible qui était venue se placer sur le haut des joues d'Octave. Elle savait, par ses conversations avec les médecins, que la couleur rouge cernée sur les joues est un signe des maladies de poitrine. Elle tremblait pour la santé de son fils et ne songeait plus aux 2 millions d'indemnités. Quand madame de Malivert fut rassurée, « Mais oui, mon fils, dit enfin le marquis, un peu impatienté de tout ce tracas. Je viens d'obtenir la certitude que la loi d'indemnité sera proposée et nous avons 319 voix sur 420. Ta mère a perdu un bien que j'estime à plus de 6 millions et quels que soient les sacrifices que la crainte des Jacobins impose à la justice du roi, nous pouvons compter largement sur 2 millions. Ainsi, je ne suis plus un gueux, c'est-à-dire tu n'es plus un gueux, ta fortune va se trouver de nouveau en rapport avec ta naissance. Et je ne puis maintenant te chercher et non plus te mendier une épouse. Mais, mon cher ami, disait madame de Malivert, prenez garde que votre empressement à croire ces grandes nouvelles ne vous expose aux petites remarques de notre parente, madame la duchesse d'Ancre, et de sa société. Elle jouit réellement, elle, de tous ces millions que vous nous promettez. N'allez pas vendre la peau de l'ours. Il y a déjà 25 minutes, dit le vieux marquis en tirant sa montre, que je suis sûr, mais ce qu'on appelle sûr, que la loi d'indemnité ne passera pas. Enfin, qu'elle passera. Il fallait bien que le marquis eût raison, car le soir, lorsque l'impassible Octave parut chez madame de Bonnivet, il trouva une nuance d'empressement dans laquelle qui reçut de tout le monde. Il eut aussi une nuance de hauteur dans sa manière de répondre à cet intérêt subit. Au moins la vieille duchesse d'Ancre en fit-elle la remarque. L'impression d'Octave fut tout à la fois de déplaisance et de mépris. Il se voyait mieux accueilli à cause de l'espérance de 2 millions de la Société de Paris et du monde où il était reçu avec le plus d'intimité. Cette âme ardente, aussi juste
et presque aussi sévère envers les autres que pour elle-même, finit par tirer une profonde impression de mélancolie dans cette triste vérité. Ce n'est pas que la hauteur d'Octave s'abaissa jusqu'à en vouloir aux êtres que le hasard avait réunis dans ce salon. Il avait pitié de son sort et de celui de tous les hommes. « Je suis donc si peu aimé, disait-il, que 2 millions changent tous les sentiments qu'on avait pour moi ? Au lieu de chercher à mériter d'être aimé, j'aurais dû chercher à m'enrichir par quelque commerce. » En faisant ces tristes réflexions, Octave se trouvait placé sur un divan vis-à-vis une petite chaise qu'occupait Armance de Zoïloff, sa cousine, et par hasard ses yeux s'arrêtèrent sur elle. Il remarqua qu'elle ne lui avait pas adressé la parole de toute la soirée. Armance était une nièce assez pauvre, de mesdames de Bonnivet et de Malivert, à peu près de l'âge d'Octave, et comme ces deux êtres n'avaient que de l'indifférence l'un pour l'autre, ils se parlaient avec toute franchise. Depuis 3 quarts d'heure, le cœur d'Octave était abreuvé d'amertume. Il fut saisi de cette idée. « Armance ne me fait pas de compliments. Elle seule ici est étrangère à ce redoublement d'intérêt que je dois à l'argent. Elle seule ici a quelque noblesse d'âme. » Et ce fut pour lui une consolation que de regarder Armance. « Voilà donc un être estimable, se dit-il. » Et comme la soirée s'avançait, il vit avec un plaisir égal au chagrin qui d'abord avait inondé son cœur, qu'elle continuait à ne point lui parler. Une seule fois, comme un provincial, membre de la Chambre des députés, faisait à Octave un compliment gauche sur les 2 millions qu'il allait lui voter, Octave surprit un regard d'Armance qui arrivait jusqu'à lui. L'expression de ce regard était impossible à méconnaître. Du moins la raison d'Octave, plus sévère qu'on ne peut se l'imaginer, en décida ainsi. Ce regard était destiné à l'observer, et ce qui lui fit un plaisir sensible, ce regard s'attendait à être obligé de mépriser. Le député qui se préparait à voter des millions fut la victime d'Octave. Le mépris du jeune vicomte fut trop visible, même pour un provincial. Voilà, comme ils sont tous, dit le député du département. Ah, messieurs, de la noblesse de cour, si nous pouvions nous voter nos indemnités sans passer les vôtres, vous n'en tâteriez, morbleu, qu'après nous avoir donné des garanties. Nous ne voulons plus, comme autrefois, vous voir colonel à 23 ans et nous capitaine à 40. Sur les 319 députés, pensant bien, nous sommes 212 de cette noblesse de province sacrifiée jadis. Le commandeur, très flatté de se voir adresser une telle plainte, se mit à justifier les gens de qualité. Cette conversation que l'importance de M. Tsoubiran appelait politique dura toute la soirée et malgré le vent du nord le plus perçant, elle s'établit dans l'embrasure d'une croisée, position de rigueur pour parler politique. Le commandeur ne la quittait qu'1 minute en suppliant le député de l'excuser de l'attendre. « Il faut que je demande à mon neveu ce qu'il a fait de ma voiture et il vint dire à l'oreille d'Octave « Parlez, on remarque votre silence. Mais ce n'est point par de la hauteur que cette nouvelle fortune doit marquer chez vous. Songez que ces 2 millions sont une restitution et rien de plus. Où en seriez-vous donc si le roi vous avait fait cordon bleu ?» Et le commandeur regagna l'embrasure de sa fenêtre en courant comme un jeune homme, en répétant à demi-haut « Ah, les chevaux, à 11h30. » Octave parla, et s'il n'atteignit pas l'aisance et à l'enjouement qui font les succès parfaits, sa beauté remarquable et le sérieux profond de ses manières donnèrent aux yeux de bien des femmes un prix singulier aux mots qu'il leur adressait. Ses idées étaient vives, claires, et de celles qui grandissent à mesure qu'on les regarde. Il est vrai que la simplicité pleine de noblesse avec laquelle il s'énonçait lui en faisait perdre l'effet de quelques traits piquants. On ne s'en étonnait qu'1 seconde après. La hauteur de son caractère ne lui permit jamais de dire d'un ton marqué ce qui semblait joli. C'était dans ses esprits que leur fierté met dans la position d'une jeune femme qui arrive sans rouge dans un salon où l'usage du rouge est général. Pendant quelques instants, sa pâleur la fait paraître triste. Si Octave eut des succès, c'est que le mouvement d'esprit et l'excitation qui lui manquaient souvent étaient suppléés ce soir-là par le sentiment de l'ironie la plus amère. Et on va s'arrêter là. Nous en sommes au chapitre 2. Nous n'avons pas encore terminé le chapitre. On continuera lors d'un prochain voyage. Merci d'avoir été fidèle et de rester avec nous pour la suite d'Armance de Stendhal. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Salut.